Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Salut les farfadets, c'est Bob Zombie le défraculateur de comics. Alors aujourd'hui, c'est la dernière. Mais on va quand même se faire plaisir avec du vintage de la nostalgie, mais aussi de la relève comme vous pourrez le constater. Éloignez vos gosses ou prenez un casque, même si vos gamins ont l'habitude d'entendre des choses bien pires au quotidien, en particulier à l'école, et en disent de plus affreuses. Mais je vous aurais prévenu, alors venez pas faire vos chouineuses. Bon allez, ça suffit! Bande de petites pélés! Putain de saloperie de corps de merde à la... Vous vous souvenez de quelque chose, un petit détail. B-O-B-Z-O-M-B, mon nom à moi c'est Bob Zombie, oui tu l'as deviné. Au sommaire de ce dernier mag joufflu, on a de quoi se toucher le tralala avec l'intégrale des champions, une BD félinesque et du Captain America, dessiné par John Byrne. Desserrez vos ceintures, ouvrez les braguettes, on va se délester les cacahuètes avec classe comme à mon habitude. Allez, envoyez le bousin. Chers amis velus, j'ai craqué et j'ai investi dans cette intégrale Panini des champions qui plus que jamais d'un fort beau gabarit comme vous pouvez le constater. Alors oui je sais, vous mettre ça sous le nez alors que le pouvoir d'achat a été tué par les incompétents qui nous dirigent, c'est aussi criminel que de poser un Big Mac devant un gars qui a plus de bras. Pourquoi tu manges pas? Pauvre con, va! Mais merde, si on aime les super-héros, on ne peut pas se passer de ce bouquin. C'est le truc qui te rend le kiki tout dur parce que là, on est sur du lourd, et encore plus que Valérie Damido. Et puis regardez l'épaisseur, cet album est massif. Comme ma bille. Non, désolé. Il nous propose l'intégralité des 17 épisodes de la série des champions, ainsi que les apparitions de l'équipe dans les séries des Avengers, Iron Man, Hulk ou Spider-Man. C'est vraiment super. Nous savons, et pas seulement Marseille, la série des champions a été publiée en France dans le Titan 1 à 21 entre 1976 et 1979. Mais j'en ai marre de mes versions censurées par la censure catho-bolchevique de chez Lug, et j'ai décidé, en accord avec moi-même, d'acheter cet album couillu qui m'a permis de lire enfin ces aventures dans leur intégralité. Joli. Bon, j'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce groupe de super-héros dans diverses vidéos, aussi je vais faire vite en revenant rapidement sur la naissance de cette équipe, je pense que vous serez d'accord. Non. Publiée dans les années 70, la série des champions est plus ou moins calquée sur le principe de celle des Defenders, c'est-à-dire une équipe fourre-tout, pas vraiment destinée à être réunie, mais qui permet de faire vivre quelques personnages des licences Marvel. Tu m'étonnes. L'introduction de l'album Panini nous rappelle que c'est le scénariste Tony Isabella qui souhaitait dans un premier temps associer deux anciens X-Men, à savoir le virevoltant Angel et le glacial Iceberg, au nouveau héros Black Goliath. Dans la tête du scénariste, les Gus allaient parcourir l'Amérique et ils vivraient des histoires incroyables du cul en version road movie, genre grande tournée de Chicago à Los Angeles en passant par Minneapolis, Miami ou Douchy-les-Mines. Et c'est par l'Amérique, Douchy-les-Mines. Neuchâtel non plus, j'en fais pas tout un plat. Mais pas de chance, Black Goliath obtient à l'époque sa propre série mensuelle, ce qui oblige Isabella à revoir sa copie. Sans compter que Len Wein, qui est alors le boss, demande au scénariste d'assembler une équipe de 5 héros, ce qui conduit Isabella à sélectionner Hercule, qui adore quand on l'adule, la Black Widow et ses Lolo, Oh, you touch my tralala. et le sulfureux Ghost Rider. Parfait! Je passe sur les phénomènes techniques et les retards dans la production et au final la série sortira officiellement en mensuel en octobre 1975. Le premier épisode est écrit par Tony Isabella et illustré par Don Heck et Mike Esposito. Après l'ouverture d'un portail dimensionnel, nos héros se réunissent pour au final affronter Pluto. Et non pas ce Pluto-là, lui, bande de moules gratinés. Ce dernier veut pécho Vénus par l'anus, et ça sent pour la demoiselle l'anus horribilis. Coucou, tu veux voir ma bite? Mais enfin, ça va pas! Mais nos héros s'y opposent parce que... bah pourquoi pas. Et premier coup de tonnerre de Zeus, les champions se font péter le stick, ce qui est quand même assez inattendu et... Vénus et Hercule sont emportés au royaume des dieux olympiens, ce qui donne bien entendu prétexte à une suite où les membres des champions mènent un assaut sur l'Olympe dans l'épisode suivant. Un épisode écrit par Bill Mantlo et dessiné par George Tuska, inutile de dire que la valse des auteurs vient de commencer sur cette série pour son plus grand mal. Et ça continue encore et encore, et c'est que le début d'accord, puisque le 4e épisode sera écrit par Chris Claremont, avant le retour d'Isabella et de Don Heck pour le 5e numéro, et l'arrivée du super vilain Ravage, qui sera le premier ennemi original de l'équipe. C'est quand même un putain de héros qui sort de l'ordinaire. Le gars est né des méfaits du libéralisme. C'est le premier gilet jaune de l'histoire. Va te faire branler, Kotskar.
Une anecdote au passage, c'est avec cet épisode que j'ai découvert les champions dans le Titan 8, qui est mon premier Titan acheté. Mais je m'en bats les couilles, moi. Ah bah, d'accord, oui. Isabella donne un peu de profondeur au lore des champions puisqu'il attire notre attention sur les problèmes existentiels de Natasha, dont son associé, Ivan, ne cesse de lui rappeler qu'elle a toujours eu... Des belles loches? Non, c'est pas le sujet. Elle a surtout eu que des expériences négatives quand elle s'est alliée aux Avengers ou à Daredevil. Ouais, c'est pas faux. La série finit par trouver son identité vers l'épisode numéro 7 avec l'arrivée de la nébuleuse noire et du griffon, tandis qu'une nouvelle intrigue se développe autour du passé de nos ressortissants russes, anciens cocos, il faut bien le dire, que je trouve particulièrement intéressant. Vous êtes un communiste, ça crève les yeux. La série semble enfin disposer de ses propres ennemis, de ses intrigues au long cours, et d'une équipe plus ou moins stable. La série devient très intéressante au 11e épisode avec l'arrivée d'un jeune dessinateur prometteur qui rejoint Bill Mantlo et encore Bob Layton, un certain John Byrne. John! Et là, ça fait des étincelles et ça flatte la rétine. C'est l'état de Grace Kelly, avec des personnages bien écrits et un groupe cohérent, avec des aventures trépidantes. C'est d'ailleurs le moment où Black Goliath trouve enfin sa place dans le groupe, comme l'aurait tant aimé Isabella dès le départ, alors qu'il est à présent parti travailler chez DC. On se retrouve après ça. L'épisode 11 est intéressant puisque les champions affrontent le seigneur de guerre, Ka, Warlord Ka en VO, qui est une créature faite d'ombre issue de l'époque des Monster Comics. On y voit aussi apparaître Hawkeye et Turgon Kid, du fanservice pour les anciens. L'épisode 12 est également très sympa avec un affrontement entre Black Goliath et l'homme aux échasses, à la recherche d'un artefact appartenant à l'étranger qui conduit les héros dans la dimension de Camotarn et Garonne. Ça bouge, ça pète, ça démonte le stick, mais le summum bourdonnant de la saga est sans conteste le diptyque suivant, dans lequel les champions affrontent The Swarm, les saints vivants dont j'ai fait une vidéo spéciale dessus, allez la voir, le lien est en description. Un essaim vivant, et je me pique de savoir ce qui s'est passé dans la tête des auteurs, mais cet épisode n'est pas piqué des hannetons. Non. Quoi non? Arrête ça, je supporte pas tes jeux de mots pourris. Mais... Non, je veux plus jamais entendre ça. Épisode durement censuré dans le Titan 17 et cet album Panini rattrape les erreurs de la connerie ludienne. Mantlo et Byrne arrivent à donner un véritable potentiel à la série et le succès est au rendez-vous. Tant et si bien que les champions finissent par apparaître dans d'autres titres de la Maison des Idées. C'est ainsi que l'album Panini reproduit l'Iron Man annuel numéro 4 où les champions affrontent MODOK aux côtés du Vengeur Doré, puis dans l'Avenger 163. Cette nouvelle confrontation avec Iron Man les conduit à affronter Typhon, encore un personnage mythologique. Grosse fixation quand même sur les mythologies les gars. Et toi tu bloques bien sur les nichons et les boules, c'est pas pour autant qu'on te le reproche. C'est pas faux. Puis la chronologie des champions se passe dans Super Vilain Team Up 14, une série alors écrite par Bill Mantlo et illustrée par Bob Orr. L'épisode voit le triomphe du facétieux Pisse-Froid, j'ai nommé Fatalis. Silence! Et le retour de Magneto dont l'intrigue se termine dans les champions numéro 16. Et c'est à regret qu'on assiste au dernier épisode de la série, pourtant riche en émotions, avec les Sentinelles, mais l'épisode scelle le sort du groupe de façon assez brutale. Putain, je me souviens quand j'ai découvert ça dans le Titan 21, avec le misérable encadré qui disait que les champions seraient remplacés par un épisode de l'araignée de la torche humaine, j'avais pété un câble genre... Tu arrêtes ça tout de suite, hein. Tu nous as déjà fait cette blague. Je suis sûr que tu peux faire mieux. Avec un chat? Je suis pas sûr de te suivre là. Ouais, ça marche toujours avec un chat. Arrêtez! Mais fort heureusement, dans sa grande magnanimité, Panini conclut la belle histoire du groupe avec 2 épisodes du spectaculaire Spider-Man 17 et 18 qui avaient été publiés dans les Nova 14 et 15 en 1979 où on apprend la dissolution du groupe. Il ne reste plus rien des champions si ce n'est Angel et Iceberg qui sont au centre de l'intrigue dans un juste retour des choses puisqu'ils figuraient dans les premières pages de la saga. Non. Bien sûr que si. Enfin, Panini termine avec le dernier épisode officiel des champions dans l'Incredible Hulk annuel numéro 7 où Iceberg et Angel, aux côtés de Hulk, affrontent le moule des Sentinelles, un épisode plaisant dessiné par John Byrne, où on voit des filles en bikini. La boucle est bouclée, les champions ont commencé avec les 2 anciens X-Men et la saga se termine avec eux. Cet album est collector pour tous les amoureux des champions, une équipe fort injustement fauchée au moment où justement elle venait enfin de trouver sa voie, sûrement avec l'apport de la nébuleuse noire et de Black Goliath. Ça, c'est ton opinion personnelle. Si les débuts sont poussifs et parfois moches dans les dessins, la saga nous offre de grands moments de BD super-héroïques, en particulier dans l'épisode contre Fatalis, qui préfigure au final Fatalis Imperator, excellent album publié par Lug en 1987 dans le 12e top album, et dont j'ai fait une vidéo. L'épisode vaut aussi pour l'épisode inédit en France d'Iron Man, car comme la plupart des annuels de Marvel, Lug puis Scénic oubliaient régulièrement de les offrir à ses lecteurs. C'était la mode à l'époque. Bref, un indispensable que les amoureux des super-héros frustrés par la censure de Titan doivent avoir dans leur bibliothèque. Ne pas investir dedans quand
quand on prétend aimer les récits de super-héros, c'est prouver qu'on est un noob. C'est comme tous ces gens qui ne veulent pas réussir, ça me dégoûte. Rire de droite. Alors n'attendez plus, investissez dans cet album, et si vous ne l'aimez pas, vous pourrez quand même l'utiliser comme cale à meuble dans le salon. Alors, achète! Achète ma mère! Achète ma mère! En parlant de champion, est-ce que tu connais Pierre? Non. C'est un artiste français talentueux qui a un méchant coup de crayon et qui sait raconter des histoires comme on les aime, déjà auteur de Blue Ghost, pour ceux qui connaissent. Et alors il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, j'ai découvert il y a quelques temps que Pierre Champion fait partie des gens qui regardent ma chaîne. Le gazier, tout comme nous tous, est un gars de qualité, car il a grandi avec Strange et les autres publications de Lug et Scénic. Et tout naturellement, il aime raconter des histoires de super-héros, et dernièrement, j'ai mis la main sur sa BD appelée Exilium, brillamment financée lors d'une campagne Ulule en 2020. En plus, t'as vu, il me l'a dédicacé, ma gueule. Eh ouais, ma gueule. Wow. Et j'avoue que j'ai accroché à son style et à son art de la narration, avec un scénario plutôt bien conçu et des personnages plutôt bien construits, ayant tous leurs failles, avec des héros qui n'en sont pas vraiment, tandis que d'autres se découvrent. Mais surtout, les retournements de situation de l'histoire ne te font pas lâcher la lecture du début à la fin. Alors, justement, tu vas me dire, bah c'est quoi l'histoire? J'ai pas envie de te spoiler, ma gueule, mais clairement, c'est une BD avec des hommes-chats arrivés tout petits sur Terre, à bord d'un vaisseau spatial. Devenus grands, et ayant des pouvoirs surhumains, ils font partie de l'équipe de super-héros appelée Hope Forever, qui doit faire face à une invasion extraterrestre. Ça bouge, il y a de l'action, et il y a des dilemmes tels que les super-héros savent en avoir. Mais surtout, l'histoire connaît une évolution au fil de l'album avec une tension qui monte crescendo et qui visuellement explose à la fin avec des cases qui partent un peu dans tous les sens, comme savait le faire notre ami Jen Collan quand il faisait du Black Panther. C'était la mode à l'époque. J'ai été très emballé par ce récit tout en couleur de 120 pages, en format d'un fort beau gabarit, et même si l'histoire est complète, à la fin, tu te dis que tu en reprendrais bien un peu en supplément. J'en prendrais pour $1. Et justement, la suite est en cours de préparation avec une campagne déjà en ligne. Encore. Je te mets le lien en description, ma gueule, parce que si tu aimes les super-héros comme ceux que tu as aimés dans Strange, eh ben, tu devrais kiffer grave le travail de notre Pierrot. Et pas de panique, si tu as manqué le premier tome que je viens de te présenter, ma gueule, il y a des possibilités de le commander dans un pack de rattrapage lors de la campagne du deuxième tome. Une suite où on retrouvera le héros Feles, confronté à un étrange personnage appelé K1, son propre frère. Un récit, au dire de l'auteur, lui-même influencé par les X-Men de Chris Claremont et de John Byrne. De quoi nous mettre en appétit. Alors si t'es intéressé, j'ai laissé le lien en description, ma gueule. C'est vrai? Et c'est français! Alors soutiens l'économie locale face aux périls chinois et investis dans cette BD participative qui te fera miauler de bonheur. Alors n'hésite plus, car si tu aimes les super-héros et les femmes à poil, enfin, je voulais dire les créatures félines, Exilium est fait pour toi, ma gueule. Arrêtez! Comme à la fin de chaque saison d'Amazing Geek, je termine aujourd'hui avec une BD du Captain America, une fois de plus. Je vous propose de parler de l'album d'Haredi sorti en octobre 1984 dans la deuxième série consacrée à Captain Milky Way chez Haredi et qui s'appelle L'Homme Dragon. Alors ne commencez pas à psychoter devant cette couverture. Je sais qu'elle est aussi élégante que des pertes blanches, mais n'ayez crainte, les histoires à l'intérieur sont chouettes mais belettes. Ce n'est pas des trucs chelous que je suis allé chercher dans les tréfonds de mon fiacre, y a pas de jeu de mots. Cet album est incroyable du cul. Alors accrochez-vous aux manches, ça va glisser tout seul. Il regroupe les épisodes velus 246 à 249 du Captain America allant de juin à septembre 1980. Alors oui, ça ne nous rajeunit pas. Je suis vieux! Avec cet album, on entre dans la période phare du Captain America puisque monsieur John Byrne prend les pinceaux pour dessiner le héros patriote. Rappelez-vous que dans cette collection, nous avons eu de pures merveilles pour les yeux avec le mercenaire et le dément qui était complètement dingue ou les dents du diable quand Captain America affronte le baron Blood, mon épisode préféré de Captain America. Tout le monde s'en fout. Alors penchons-nous, mais pas trop, sur cet album Haredi avec la première histoire tirée du Captain America 246 de juin 1980, écrit par Peter Gillis et dessiné par Jerry Bingham. L'histoire est très simple, comme ce qu'il y a dans la tête d'Angel Phoenix, puisque Captain America affronte un pauvre type qui a perdu la tête. Dès qu'il a vu Suzette? Non, c'est après le décès de son enfant. Ah! Ah ouais, ça jette un froid quand on le dit comme ça. Le gars s'appelle Joe et cumule toute la poisse du monde. Sa carrière d'acteur en tant que Crimson Bat s'est effondrée, sa femme l'a quitté et son enfant avait une malformation congénitale qui a fini par le tuer. Et Joe pète un câble et s'en prend à ceux qu'il juge responsables. Le Capitaine est capable de le stopper avant qu'il ne tue sa dernière victime. Bon, alors, on ne va pas se le cacher, il n'y a rien de bien transcendant dans cet épisode, avec une écriture un peu lourde mais toujours décente de Peter Gillis, dans un épisode bouche-trou en attendant que l'équipe Stern-Byrne commence. Et justement, l'album enchaîne avec le Captain America 247 de juillet 1980, remarquablement réalisé par Roger Stern et dessiné par John Byrne. John!
Le premier numéro de Stern et de Byrne s'ouvre comme les cuisses de ma sœur sur une scène joliment dessinée de Captain America traversant le pont de Brooklyn. Alors, vous aurez beau chercher comme un orgasme féminin, vous ne trouverez rien dans l'album car ces baltringues d'Aredi l'ont pas mise et j'étais obligé d'aller chercher cette page pour vous la montrer. T'es trop bon, gros. L'intrigue tourne autour du Captain qui a décidé de se rendre au Shield pour obtenir des informations sur son passé car il est très troublé par les souvenirs contradictoires qu'il a depuis quelques temps. Il rencontre Dum Dum Bungan qui lui dit que le Shield a mené sa propre enquête sur le passé de Cap et qu'ils ont des résultats. Au même moment, Nick Fury interroge le baron Von Strucker, oui, le baron en personne, alors que le bolas est censé s'être rencardé avec le vieux barbu depuis le Strange Tale 158. Il fit bien une réapparition dans le Captain America 130, 131 et 132, mais il faut que vous le sachiez, pas seulement dans la colle, il n'était pas vraiment réel. Alors, qui est ce type, me demanderez-vous? Non. Et ben on n'en saura pas plus pour le moment car Strucker s'échappe et se dirige vers Fordis où Captain passe en revue certaines de ses vieilles affaires de la Seconde Guerre mondiale, y compris un journal qui parle de son passé. Et Vlatipak, aussi impromptu qu'une gastro en bagnole, Strucker se présente et attaque. Et après un long pétage de stick très esthétique pour le lecteur, et d'ailleurs durant lequel le Cap utilise son bouclier triangulaire d'origine, l'amateur de costumes Hugo Boss et des mélodies de Wagner s'autodétruit, révélant qu'il était vraiment un robot. Le final de l'épisode se termine sur une case où on voit Machine Smith, regardant sur un écran la baston qui vient de se terminer. C'est donc lui le méchant qui est derrière tout ça? Bon alors je rappelle pour les lecteurs incultes ou socialistes que Machine Smith est un personnage qui est apparu pour la première fois en janvier 1979 dans le Marvel 2-in-1 numéro 47. Ah bon? Oui ma gueule. Et d'ailleurs, les lecteurs français, certainement boutonneux ou détumescents de l'époque, ont pu le découvrir dans les spéciales Strange 23 et 24 en 1981, quand il s'attaque à la chose. Nous le savons, et pas seulement de Marseille, Machine Smith s'appelle Samuel Starr Saxon, de son vrai nom, Michel Palourdio. Il est fournisseur de robots pour criminels. Quel étrange job. Daredevil a mis un terme à sa vie de criminel dans une bataille vue dans le Daredevil 55, datant d'août 1969, vue en France dans le Strange 54 en juin 1974. Sauf qu'à l'époque, il n'est pas encore Machine Smith, mais Mr. Fear. Vous suivez toujours? Non. Obéissant à son programme, l'un des robots de Saxon a ramené son corps à son atelier et transféré son schéma cérébral dans un corps robotique. Une fois rétabli, Saxon s'est façonné un corps à l'aspect humain et a recommencé sa carrière au service du crime. Vous noterez, bande de petits fripons, que Machine Smith est un gros bricoleur sur cette dernière page. Notez les robots de Magneto et de Manipulator, entre autres, en arrière-plan du panneau. Vous les voyez? Vous voyez vraiment bien cette image? Bah oui, je la vois, je suis pas abrutie. Vous noterez aussi sur cette case que c'est la première apparition de Bernie Rosenthal, le futur flirt de Steve Rogers, qui sera officiellement présenté dans le prochain numéro, mais bon, elle fait bien une apparition ici. Tout un chacun sera déçu de ne pas voir dans cette histoire le vrai baron Von Strucker, d'autant qu'ici, c'est assez bancal de dire que c'est juste un robot conçu par un scientifique terroriste un peu louche. Je parle de Machine Smith, qui arrive à tromper le bon vieux Captain avec un robot de Strucker, et on se demande pourquoi le puissant dictateur d'Hydra n'y avait pas pensé de son vivant. Passons. Puis l'album d'Aredi enchaîne avec les épisodes 248 et 249 des mêmes auteurs. L'incroyable Dragon Man, ou Undragon en France, a été ramené en activité par le Machine Smith. Vous savez, cette créature artificielle avec l'intelligence d'un chien, créée par le professeur Gregson Gilbert de la State University, à qui Diablo l'alchimiste a donné la vie. Apparu dans le Fantastic Four numéro 35 en février 1965, que les Français ont pu découvrir dans le Marvel 8 en novembre 1970, et dont j'ai fait une vidéo dessus. Dans cet épisode, le Captain rencontre donc la nouvelle locataire de son immeuble, Bernie Rosenthal, dit Bernadette, de son vrai nom, qui, pour une fois, n'est pas une radasse en manque de respect pour elle-même, avec un cul d'hamster. Mais alors regardez comment John Byrne ne s'est pas foulé avec la pépette. Je vois pas pourquoi il se ferait chier. Bernie Rosenthal est totalement dessiné comme Kitty Pryde, avec une tête de bougie qui fait le trottoir, mais en plus adulte. En fait, John Byrne les a créés toutes les deux à peu près au même moment, ce qui explique les ressemblances. Après s'être très bien entendu avec Bernie, et tu sens bien qu'elle a un début de Garonne en crue, à défaut d'être Croc-Love du blondinet, Steve doit brusquement s'excuser, car il voit la silhouette du Dragon Man au clair de lune. Le combat peut enfin commencer. Un combat âpre, comme du vieux Madiran au palais, et le Capitaine a fort à faire. Le bestiau le fait bien grelotter de la burne, et il finit par baigner dans son jus. Drink my juice. Tu me parles de la sueur là, bien sûr. Ah, mon liquide préféré après le pu. Bon, une fois de plus, les Philistins de chez Aredi ont enlevé la première page de la BD, alors je vous la remets parce que je suis un mec bien. J'adore l'image où on voit l'homme dragon essayer de boulotter le bouclier du Capitaine. Je trouve ça très marrant comme les bateaux. J'ai pas compris. Très marrant, très marrant, calembour. Finalement, la bataille se termine chez Machine Smith où le Capitaine
doit combattre un groupe de robots à moitié assemblés à l'image de divers super-héros et méchants. L'occasion pour Machine Smith de raconter son origine depuis Daredevil en passant par l'identité de Mr. Fear. Le Capitaine combat et détruit les corps du Machine Smith à plusieurs reprises avant d'apprendre qu'il est vraiment piégé dans un ordinateur central élaboré par Machine Smith pour que le Capitaine le tue accidentellement en détruisant l'ordinateur central. J'ai pas compris. Machine Smith est là de sa vie cybernétique et il veut mourir. À quoi ça lui sert de mener cette vie-là? Il a abandonné comme la France en 40. Et il a donc fomenté ce complot pour être tué. Alors bon, je comprends que Machine Smith utilise le Capitaine pour mettre fin à sa vie en utilisant tous ses robots pour l'attirer dans son piège. Mais pourquoi faire tous ces efforts pour faire revivre l'homme dragon qui au final ne sert pas à grand chose dans son plan? Pourquoi? On passera donc sur les bizarreries du scénar pour focaliser sur la beauté des dessins et sur l'action incessante de cet épisode. J'aimerais terminer sur le personnage de Machine Smith. D'après Barry Smith, qui a dessiné l'histoire originale de Star Saxon, l'auteur a déclaré dans une interview que Star était censé être le premier méchant gay de Marvel. Vous pourrez retrouver cette anecdote dans l'essentiel Daredevil, volume 3. Ainsi donc cet album Haredi nous offre à boire et à manger. Tu veux du pain? Et il est plutôt bon, et j'aurais envie de dire qu'il se déguste comme une bonne tartine de fromage maternel. Oh, c'est dégueulasse, merde! Un beau moment très sympatoche à découvrir ou à relire sans modération. Et voilà, ce mag est terminé, et la 6ème saison d'Amazing Geek par là même. Merci pour votre soutien, merci pour votre humour, on s'est bien fait pouic pouic cette année. Merci d'avoir joué le jeu à chaque vidéo, je vous embrasse sur les fesses, mes velus. N'oubliez pas de regarder le dernier épisode de la saga du défraculateur, appelé Endgame, qui clôture la saison 6 par un film où de nombreux acteurs sont venus faire les fous avec moi, et où toute mon équipe technique a travaillé durement pour vous offrir un spectacle de qualité, sous forme de film péchu. Préparez les popcorns et les grands écrans. J'espère que vous l'aimerez, car notre bébé a été conçu dans la douleur, et même YouTube lui a fait des misères. Même si vous n'aimez pas le contenu, j'espère que vous mettrez une avalanche de pouces blancs pour récompenser. Ce film comprend aussi l'analyse d'une BD de légende, en plus d'une mise en scène chiadée. Passez de bonnes vacances si vous en avez, et j'espère qu'on pourra se revoir. En fait, tout dépend de l'issue du film, parce que si le Dark Zombie me pète le stick, cela pourrait bien signifier la fin d'Amazing Geek. Envoyez-moi des tonnes de Corinne Touzé dans les commentaires, et que la force soit avec vous mes petits farfadets. Je vous love, mais pas dans les fesses. C'était Bob Zombie, le prince de la bulle de love dans le tube. Salut les geeks! Philippe, je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé! Ta gueule! Abdel Ralph Dafri. Mais enfin, ça va pas! Mais c'est juste insupportable! Arrêtez! Ah bah t'as pas mangé, gros? Pauvre con, va!